Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Amphi Bleu, bienvenue surtout à cette troisième et malheureusement dernière journée de Time World sur l'intelligence artificielle. Et donc j'ai le plaisir de vous accueillir à cette table ronde des étudiants sur le thème « L'IA inventera-t-elle les métiers de demain ?» Alors ça c'est le titre conventionnel, on pourrait dire de façon un peu plus provocatrice, « L'IA remplacera-t-elle les métiers d'aujourd'hui ?» Je pense que c'est une question intéressante qui n'a peut-être pas été tellement discuté jusqu'à présent lors de cette édition de Time World. Les métiers, l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers, d'un point de vue à la fois technique, sociologique et macroéconomique. Donc voilà, c'est ce que nous allons discuter avec nos étudiants aujourd'hui, nos 4 beaux étudiants et étudiantes. Et je vous propose, enfin nous vous proposons, parce que tout cela a été bien sûr concerté, de faire cette table ronde en 2 parties. Une première petite partie dans laquelle je proposerai à chacun d'entre vous de faire une présentation magistrale. Enfin, l'idée, c'est vraiment, pendant 5 minutes, que vous ayez le temps de répondre à cette question: l'IA inventera-t-elle les métiers de demain dans vos domaines de recherche respectifs? Donc ça va durer, je dirais, une vingtaine de minutes. Et puis, pendant 3 quarts d'heure, peut-être même 1 heure, nous passerons à la partie débat, à la partie discussion, où nous essaierons de voir en quoi les métiers influent sur la responsabilité de l'individu, et puis, comme je le disais, de façon macroéconomique, comment l'IA va influer sur le marché du travail, et puis bien sûr, quelles relations les employés doivent avoir avec l'IA, quel type de relations. Enfin, voilà, beaucoup de questions, notamment éthiques, que nous allons aborder aujourd'hui. Et donc, je vous propose de commencer par cette première partie, donc de présentation magistrale. Peut-être juste avant, on va juste faire une petite minute chacun pour se présenter, et après, on viendra aux présentations magistrales. Allez, je prends dans l'ordre Jean-Maxime. Super. Parfait, donc je vais commencer par me présenter. Jean-Maxime Larouche. Je suis candidat au PhD en neurosciences cognitives et computationnelles à l'Université de Montréal. C'est un grand mot pour finalement dire qu'on mélange neurosciences, intelligence artificielle et psychologie pour essayer de comprendre le cerveau humain et le modéliser également. En plus de ça, je suis également CEO et cofondateur de HIPOC, qui est une entreprise en intelligence artificielle et en neurosciences cognitives. On est parti d'une technologie académique et on a essayé de trouver des problèmes à résoudre pour redonner à la recherche. Et par le fait même, on s'est retrouvé à amener l'intelligence artificielle dans les mains de personnes qui ne connaissent pas ça, donc des designers, des entrepreneurs, et ainsi de suite, pour essayer de transformer la manière dont ils travaillent, influencer leur processus et, dans le fond, en bout de ligne, améliorer leur vie de tous les jours. Donc, je pense que ça va être intéressant d'amener ce point-là de comment est-ce que la pression du marché va influencer le développement de l'intelligence artificielle pour transformer les métiers de demain. Voilà, donc vous avez compris que Jean-Maxime, c'est notre référent en neurosciences cognitives. Ensuite, c'est Maëlène, notre consultante santé. Consultante. En tout cas, oui, donc je suis Maëlène Korfmat, je suis doctorante en droit et spécialisée donc en droit de la santé, et puis spécialisée aussi en droit de la protection des données personnelles, donc en faisant un petit mélange, droit de la protection des données personnelles de santé, et en particulier quand elles sont utilisées dans le cadre du développement et en fait de tout le long du cycle de vie d'un système d'intelligence artificielle. Voilà un petit peu. Et puis je travaille à côté dans plusieurs centres de recherche à l'Université de Montréal, donc en droit de la santé, et aussi à l'Université de Paris, Paris-Cité, puisque je suis en co-tutelle aussi avec Paris-Cité, où on travaille notamment avec l'Institut de droit et santé, aussi sur ces sujets de santé IA. Voilà, donc c'est santé, mais c'est aussi à l'interface du domaine du droit. Donc ce sera très intéressant de pouvoir aussi discuter du droit de l'IA. Et il y a d'ailleurs eu déjà, peut-être tu pourras en reparler, des conférences à ce sujet. Et ensuite, nous avons Patricia. Oui, bonjour, Patricia Gautrin. Donc, je suis doctorante en éthique de l'intelligence artificielle à l'Université de Montréal avec M. Marc-Antoine Dillac, donc, qui a réalisé la Déclaration de Montréal pour l'IA responsable. Et donc, je suis également journaliste pour C'est Science IA. Donc, C'est Science IA, c'est le média qui est consacré à l'intelligence artificielle au Québec.
Et puis, donc, j'écris des analyses, dans le fond, sur des questions éthiques à chaque fois. Et puis, quelquefois, des émissions aussi sur des thèmes et des sujets qui sont en intelligence artificielle. Et donc c'est ça. Donc, ma thèse porte, en fait, sur est-ce que l'éthique de la vertu pourrait encadrer les systèmes d'intelligence artificielle. Donc, voilà pour l'instant. Et puis Raphaël, donc, n'est-ce pas? Oui, alors bonjour à tous, je m'appelle Raphaël Zerbato, donc je suis étudiant au doctorat aussi. Alors moi je suis à HEC Montréal sous la direction des professeurs Dion, Bellavance et Coviello. Mon domaine de recherche, c'est essayer d'intégrer des modèles d'intelligence artificielle sur des modèles économiques, notamment avec des applications pour la détection de fraude. Et les recherches sont faites en coopération avec une compagnie d'assurance canadienne qui s'appelle Intact. Donc c'est de la data science qui est mixée avec de l'économie et c'est appliqué dans le monde industriel. Donc il y a des applications. Le but de mes recherches est de fournir un produit qui va être utilisé, déployé au sein de l'entreprise. Et du coup, c'est pas mal intéressant de parler de ça du point de vue aussi à comment est-ce que ces produits-là vont changer les métiers au sein de ces entreprises-là en question. Voilà, donc vous avez maintenant une idée du panel de domaines qui sont représentés, donc neurosciences cognitives, santé, éthique, économie, finance. Voilà, donc les discussions, je l'espère, s'annoncent riches. Et donc on va commencer par approfondir un petit peu plus ces sujets. Alors on a décidé d'un ordre. Et donc sans transition, Maëlène, je te propose de nous expliquer en quoi l'IA va révolutionner, inventer les métiers de demain dans le domaine de la santé. Oui. Alors, dans le secteur de la santé, je pense, bon, là, quand je parle du secteur de la santé, je parle encore plus précisément des milieux de soins, en tout cas établissements de santé en particulier. Je crois que les impacts sur les métiers peuvent relever un peu de deux niveaux principaux, qui seraient d'abord au niveau de la pratique médicale, réellement du soin, en fait, de la dispensation des soins, où là, ça va avoir des impacts sur le personnel qui est médical. Typiquement, on parle, ça part ça peut être en radiologie, où on va utiliser des systèmes d'IA pour réussir à mieux détecter une tumeur, typiquement sur des images d'imagerie médicale. Ça peut aussi être un robot chirurgical qui va être assisté d'un système, enfin en tout cas composé d'un système d'IA ou de plusieurs systèmes d'intelligence artificielle qui viendraient venir assister le chirurgien, assister par exemple la coupe dans telle chirurgie orthopédique par exemple, venir préciser le geste, enfin sécuriser le geste, préciser certaines choses. Donc là, on est plutôt au niveau du soin. Et puis après, au deuxième niveau, je dirais que ça pourra et a déjà un petit peu des impacts sur, de façon plus générale, l'organisation des soins, l'organisation des établissements, notamment de santé, et où là, on touche le personnel plutôt non médical. Donc là, typiquement, systèmes d'IA qui vont... on peut imaginer un système d'IA qui reconnaît un système de reconnaissance faciale ou vocale quand on arrive aux urgences, quand on arrive, ou même qu'on a déjà un rendez-vous programmé quand on arrive à l'hôpital, et qui pourrait nous mettre à jour, nous reconnaître, mettre à jour notre dossier, nous diriger directement vers là où on devrait aller, et ça pourrait faciliter l'organisation des soins en tout cas. Donc c'est un petit peu ça les deux niveaux. Puis si on se place surtout au niveau du personnel plutôt médical, alors pour répondre à la question, est-ce que l'IA inventera les métiers de demain, j'ai plus l'impression, alors oui, probablement qu'il va y avoir des nouveaux métiers qui vont émerger, puis qui émergent déjà d'ailleurs, typiquement des experts en apprentissage profond, qui vont en fait être, ces métiers qui vont être, qui viennent de l'IA, mais qui en fait doivent avoir des connaissances cliniques, des connaissances en médecine, des connaissances en tout cas sur ces sujets-là, et qui font qu'on va être un peu à la frontière, ces métiers-là vont être à la frontière un peu du soin et des métiers qui proviennent déjà du secteur de l'IA, typiquement des analystes aussi en données de santé. Mais je crois et puis la question a été un peu reformulée comme ça, je crois que oui, invention de métiers ou nouveaux métiers, mais surtout transformation des métiers d'aujourd'hui, évidemment, donc transformation des médecins, enfin en tout cas des métiers de médecins et des autres radiologues, autres personnels médical. Et puis là, juste pour donner rapidement quelques caractéristiques peut-être qui sont en tout cas, qui seraient des craintes ou même peut-être des espoirs de cette transformation-là, je crois qu'on peut d'abord parler en tout cas d'une caractéristique qui serait
est-ce que, enfin, cette grande question, est-ce qu'on va remplacer le médecin? Est-ce que l'IA va remplacer le médecin? Est-ce qu'on va avoir une raréfication des emplois dans ce domaine? Bon, ça c'est de la projection aussi, mais en tout cas, il semblerait que c'est pour l'instant peu probable que l'IA en fait est là. En tout cas, ces systèmes-là sont pour l'instant là aujourd'hui et donneraient le plus, et on pourrait bénéficier le plus de ces systèmes d'IA dans une interaction, dans une collaboration entre guillemets, d'avoir toujours le médecin qui est là, d'avoir toujours le personnel médical qui est là et qui agit, où l'IA n'est qu'une aide, n'est qu'un système qui vient aider à la prédiction, qui vient aider à la recommandation, qui vient aider notamment au diagnostic, mais où la décision finale reste celle du médecin. Et puis en plus de ça, on est quand même dans un secteur où on a, je crois, le secteur du soin est fondamental, très très lié en tout cas à l'humain, et donc c'est compliqué d'imaginer un seul système d'IA. La deuxième caractéristique, ce serait un peu cette question de la formation, de la déqualification, puis c'est aussi une question qui s'est d'ailleurs toujours un peu posée dans les transformations, les révolutions technologiques passées, qu'on peut aussi se poser là, mais probablement que ça va plutôt être, plutôt qu'une déqualification, justement pas forcément une surqualification, mais en tout cas une augmentation de la qualification, puisqu'on va avoir besoin de ces expertises. En tout cas, tout le personnel médical qui va devoir travailler avec ces systèmes d'IA va devoir probablement mieux se former, enfin en tout cas se former à travailler avec ce genre de système. On va aussi avoir besoin de l'expertise des médecins dans les systèmes, peut-être même dans la conception des systèmes, pour essayer de superviser ces systèmes. Et puis je terminerai juste sur une dernière caractéristique, pour ne pas prendre trop de temps, qui serait celle de la déshumanisation du soin ou la réhumanisation du soin, parce qu'on peut aussi le poser comme ça, et puis du métier de soignant finalement. On a vu notamment, puis ces 20, on va dire 10-20 dernières années, ça dépend un peu des systèmes de santé, ça dépend aussi des endroits du monde, mais ici au Québec, on peut aussi parler de la France, où tout ce qui est digitalisation, informatisation du secteur de la santé, où on a dit les médecins, il ne faut plus qu'ils écrivent sur le papier, il faut absolument que tout se fasse de façon numérique et digitale. Ça a pris beaucoup de temps, finalement, et concrètement, beaucoup de médecins ont passé leur temps, ont perdu beaucoup de temps clinique, donc de temps avec le patient. Et donc, on pourrait se dire, là, on va avoir encore un risque, encore cette conséquence-là. Et je crois que ça se pose complètement différemment avec l'IA, puisqu'on n'est pas sur les mêmes tâches, on n'est pas sur les mêmes missions et sur les mêmes objectifs. Donc probablement qu'on peut avoir un peu d'espoir, surtout dans un contexte où l'hôpital est quand même en crise, en tout cas dans beaucoup de systèmes de santé, où il y a déjà des problématiques de personnel, où il y a déjà des problématiques où en fait le soin est peut-être déjà déshumanisé dans beaucoup d'hôpitaux, et où justement l'IA pourrait avoir l'effet inverse et permettre de réorganiser tout ça pour qu'on puisse dégager plus de temps clinique. Voilà, je m'arrêterai là. Il me semble que la question centrale, vraiment, c'est qui peut toucher tout le monde, hein, c'est l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Va-t-elle remplacer les médecins ? Et ça, c'est vraiment une question que j'aimerais qu'on discute ensemble, mais on ouvrira aussi un peu au public à la fin de cette table ronde, si vous voulez interagir avec nous. Et notamment, j'y pensais parce qu'avec Alexei Greenbaum hier, donc pour ceux qui nous regardent, toutes les vidéos sont en ligne, donc n'hésitez pas à aller les revoir sur la chaîne Ideas in Science. Alexei Greenbaum hier nous parlait justement des chatbots dans le domaine de la santé, qui peuvent vous donner par exemple des prescriptions. Si vous lui posez une question, il peut vous dire qu'il faut prendre tel dosage de médicaments. Donc est-ce qu'on est prêt aussi à accepter ce genre de médecine? Voilà, donc c'est des pistes de réflexion qui sont déjà lancées. Mais en attendant, on va quand même écouter d'abord Jean-Maxime. Tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu fais. Je vais commencer par une petite gorgée pour avoir l'énergie. Il est 9h30. Oui, en fait, je vais commencer par expliquer ce que je fais puis comment est-ce que dans mon domaine précisément, autant domaine de recherche que domaine entrepreneurial, l'IA inventera les métiers de demain, sans toutefois nécessairement le remplacer, mais je pense un peu dans la même lignée, arriver à être un outil de super performance pour que les individus
en viennent à se concentrer sur non seulement ce qu'ils aiment le plus, mais également ce qui est plus important dans leur métier. Je veux dire, on n'est pas, les médecins, par exemple, ne sont pas médecins pour pouvoir faire des prescriptions ou faire des tris sur des patients. Ils sont médecins pour avoir un contact humain, aider les autres, et c'est sur ça qu'ils vont pouvoir potentiellement se concentrer. Mais maintenant, dans mon domaine de recherche, plus précisément, il faut dire que les neurosciences cognitives computationnelles, ça a été inventé par l'intelligence artificielle, au sens où les premiers réseaux de neurones, c'est des neuroscientifiques en neurosciences cognitives qui ont amené la présence des premiers réseaux de neurones. Et cette science-là ne serait pas possible si on n'avait pas toute la puissance computationnelle qu'on a accessible présentement. Et c'est donc, je dirais, mon domaine de recherche a été inventé par le fait même, par l'intelligence artificielle et par le développement de l'intelligence artificielle. Et il ne serait pas possible sans cela. Et aussi dans la recherche... mais dans l'entrepreneuriat, donc notre entreprise, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire qu'on a parti d'une technologie dans une industrie qui est sous-développée présentement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies en neurosciences cognitives computationnelles. Il y en a beaucoup, quelques-unes en santé, mais il n'y a pas d'industrie à proprement parler, puis il y a aussi le financement dans ce domaine-là est moins important que dans d'autres domaines de recherche. Et on s'est dit comment est-ce qu'on peut justement prendre une technologie et chercher des problèmes à résoudre, chercher du monde à aider. Puis on s'est rendu compte que, en fait, au départ, nous, notre technologie, c'est l'idée qu'on fait des modèles de cerveau humain moyen. On modélise, par exemple, le système visuel, les émotions, donc tous des calculs cérébraux qui peuvent être prédits. Puis l'idée, c'est de pouvoir, à ce moment-là, résoudre des problèmes. Mais dès qu'il y a un cerveau qui est impliqué, que ce soit en santé, en cybersécurité, en design, on peut finalement utiliser ces modèles-là pour les aider à accélérer, à avoir, par exemple, dans notre cas à nous, on s'est rendu compte que le meilleur marché à développer, c'était des centaines de millions de designers, d'entrepreneurs, de marketeurs qui perdent des dizaines d'heures à toutes les semaines, puis des milliers de dollars à hésiter devant leur design ou encore à valider l'efficacité marketing de leur design. Puis on s'est rendu compte que ces personnes-là pouvaient être aidées en quelques secondes et en avance en utilisant notre technologie. Mais au début, on était comme, regardez, on vous dit comment faire votre job. C'est littéralement ce qu'on essayait de faire avec notre technologie. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a une résistance forte dans le marché. Puis je pense qu'on peut voir cette même forme de résistance-là dans n'importe quel domaine. Dès qu'on veut amener, que ce soit en santé, que ce soit en cybersécurité, c'est que le marché lui-même ou les personnes qui vont en venir à utiliser cette intelligence artificielle-là vont contrôler son développement puis en faire quelque chose qui va les aider, eux, à faire leur job puis à garder aussi ce qu'ils aiment de leur job comme étant quelque chose qui leur appartient ou qui n'est pas, justement, par exemple, nous, chez les designers, toute la partie de créativité, on ne les remplace pas. C'est eux les créateurs, c'est eux les artistes, mais on est là pour leur dire qu'est-ce que leur auditoire va regarder, qu'est-ce qu'ils vont mémoriser de cette information-là pour s'assurer que leur message passe, tout simplement. Et donc, tu dirais qu'a priori, il y a un blocage, il y a une méfiance a priori envers l'intelligence artificielle à se faire remplacer, exactement. Je pense que ça fait que le marché va faire une pression. Puis c'est quelque chose qu'on va voir, je pense, parce que l'intelligence artificielle, je vais reprendre les deux segments que tu parlais tantôt, où il y a soit un aide à la job, un aide à l'emploi, un aide aux tâches qui sont souvent moins intéressantes, où on peut aller chercher un meilleur niveau de précision aussi dans ce domaine-là. Vis-à-vis de est-ce que je vais me faire remplacer complètement dans ce domaine-là? Je pense que dans ce cas-ci, il y a aussi, tu parlais tantôt des outils de tri, où c'est comme on remplace complètement des personnes avec, par exemple, des systèmes de tri informatisés, mais on est moins en contrôle, c'est-à-dire que le marché est moins en contrôle de dire j'accepte ou pas ce système de tri-là. Il s'en retrouve à être victime, finalement, d'un système qui est différent de quand c'est des entreprises qui vont amener des solutions d'IA, puis finalement, la survie même de cette entreprise-là est tellement dépendante du marché, ce qui va faire que ça va faire des produits qui vont être beaucoup plus adaptés aux personnes, puis qui ne va pas nécessairement les remplacer. Contrairement à ce que, j'avais un exemple de la Poste en France, ils ont mis un système en place qui permet en fonction de la tonalité de la voix, ils perdent leur bonus. S'ils ne sont pas assez
gentil avec les personnes. Donc, on peut voir vraiment un dilemme éthique très important là-dedans. Mais c'est ça pour dire que c'est comme ça, c'est quelque chose qui est mis en place par un système. Je pense que c'est cette IA-là qui va être beaucoup plus dangereuse et invasive à remplacer les métiers de demain. Tandis que quand ça arrive de des petites entreprises qui partent de rien, ils sont tellement dépendantes d'une pression du marché qu'ils ne pourront pas mettre en place des systèmes qui ne marcheront pas parce qu'ils vont faire faillite avant même que ça arrive. Donc, c'est un peu la prémisse de ce que je voulais avancer. C'est amusant parce que tu as utilisé de nombreuses fois le terme « remplacer ». Et c'est ce matin, en revenant, que je me suis dit, tiens, on pourrait reformuler notre question sur l'IA va-t-elle remplacer les métiers d'aujourd'hui? Et finalement, la tournure de cette table, mais c'est ça le hasard du direct, hein, est plutôt sur cette question que sur l'IA inventera-t-elle les métiers de demain? Mais j'espère qu'on pourra aussi se projeter dans l'avenir. En attendant, c'est le tour de Raphaël. Alors, on va changer de domaine, on va passer dans la finance, l'économie. Oui, alors effectivement, c'est pas, je vais répondre à la question est-ce que l'IA va inventer les métiers de demain? C'est vrai que ce n'est pas exactement le même domaine que ce qui a été décrit précédemment par mes deux co-intervenants, mais les conclusions sont en fait relativement assez semblables. En fait, j'aborderai la question selon deux points de vue. Est-ce que l'IA va créer des nouveaux métiers? Et là, indébutablement, en fait, dans ces compagnies-là, on observe qu'il y a de nouveaux métiers qui sont créés à cause de l'IA, parce qu'en fait, il faut comprendre qu'un modèle d'IA, c'est une chaîne de production, et qu'à chaque étape de cette chaîne de production, on a besoin d'avoir des profils qui sont spécialisés pour faire le travail. Je pense notamment aux ingénieurs logiciels, par exemple aux scientifiques de données qui créent des modèles, aux ingénieurs logiciels qui s'occupent de prendre ces modèles-là et de les intégrer dans des infrastructures existantes pour ces grandes compagnies, parce qu'il faut que c'est ce qu'on appelle mettre en production ces modèles-là. Et c'est des compagnies qui existent depuis longtemps, qui sont établies, qui ont des infrastructures, et mettre un nouveau modèle en production au sein de ces infrastructures-là, c'est pas une partie de plaisir, c'est difficile, et ça prend une certaine expertise. Donc, on observe clairement une forte croissance de la demande pour ce genre de métier dans les compagnies, donc des banques ou d'assurances, par exemple. Et cette croissance-là, en fait, vient de la prise de conscience, je pense, des managers dans ces entreprises, en fait, de la versatilité que l'IA peut avoir. Mais en fait, la versatilité de l'IA, une fois que parce que, alors, versatilité et IA, c'est deux mots qu'on ne met pas forcément ensemble, parce qu'un modèle d'IA est très spécialisé pour faire une tâche, mais rien ne nous empêche d'entraîner plusieurs modèles d'IA pour faire plusieurs tâches, et ils vont faire ces tâches-là, en fait, de façon automatique. Et pour arriver à il y a comme un seuil critique de savoir-faire qu'il faut intégrer dans ces compagnies-là. Le seuil critique de savoir-faire, en fait, une fois qu'il est atteint, et il a à voir, par exemple, à deux domaines, par exemple, il faut extraire, en fait, quand je parlais de chaîne de production tout à l'heure, il faut extraire la matière première sur laquelle cette chaîne de production s'est basée. Cette matière première, c'est la donnée. Donc, il faut des gens qui soient capables d'extraire cette donnée-là et de gérer cette donnée-là. Et de l'autre côté, il faut des gens qui sont capables de gérer cette donnée-là et qui sont capables aussi de l'intégrer le plus efficacement, le plus sans créer d'inefficacité dans les infrastructures existantes. Et comment dire, ces deux flux en fait de valeurs entraînent que on a besoin d'avoir ces métiers-là ont de plus en plus de demandes. Et on a besoin d'avoir une masse critique en fait à l'interne qui soit internalisée. Donc il y a comme différentes passages de production, pardon. Et une fois qu'on a réussi, ces entreprises-là ont réussi à intégrer assez de savoir-faire pour mettre en production, et c'est comme une pierre qui roule, pour mettre en production et développer des données, alors les IA vont être de plus en plus perfectionnées et vont aider de plus en plus en fait ces entreprises, ces organisations-là à être de plus en plus efficaces. Et en fait, je vois moi deux points principaux sur lesquels en fait les modèles d'IA, alors c'est schématique, mais sur lesquels les modèles d'IA aident actuellement nos entreprises, enfin les banques et les compagnies d'assurance en l'occurrence, c'est-à-dire que la capacité des modèles d'IA à aller récupérer de l'information. Donc aller analyser des textes, aller analyser automatiquement des textes, aller analyser automatiquement des images, aller, comme Jean-Maxime le parlait, au niveau des appels téléphoniques, capables de reconnaître de l'information, tirer de l'information en fait, des appels téléphoniques. Donc ça, c'est le premier versant de modèle d'IA qui est développé actuellement dans les compagnies d'assurance et dans les banques. Et le deuxième versant, je dirais, c'est les modèles qui sont prédictifs.
Et en fait, ces modèles prédictifs-là sont exactement ce qui avait été mentionné pour l'aide à la décision, notamment des médecins, et c'est exactement pareil. Et ces modèles-là, en fait, sont tournés vers le côté opération des banques et des compagnies d'assurance. Et en fait, ça va un peu revenir sur le deuxième volet de la question. En fait, il va inventer les métiers de demain, mais ces métiers-là ne vont pas être remplacés, ces métiers-là vont être changés. La façon dont les gens vont effectuer ces métiers-là, parce qu'en fait, ce sont des tâches qui auparavant étaient sous la seule responsabilité de l'humain. En fait, l'entreprise faisait confiance à l'expert humain, enfin, fait toujours confiance, mais la compagnie se reposait à 100% sur la capacité de l'expert humain pour prendre une décision. Maintenant, on a l'IA qui est capable d'avoir des modèles prédictifs et qui est capable de donner une aide à cet employé-là pour que cet employé-là puisse prendre la meilleure décision, la décision la plus informée. Donc, ça va changer la façon dont il va faire son métier et ça ne va pas enlever la créativité. Ça ne va pas enlever les choses, le contact humain que cette personne-là a besoin d'avoir dans son métier, mais ça va lui permettre de prendre des décisions plus rapidement et mieux informées. Donc non, ça ne remplacera pas les métiers, parce qu'il y a plein de problématiques qui sont liées à ça. Mettre d'un système IA en automatisation dans ces entreprises-là, c'est un risque qu'on n'est pas encore capable de prendre. Et je pense que l'industrie, en tout cas, la comprend. Parce qu'une erreur dans un système d'IA va être mise à des échelles qui sont trop importantes. Du coup, on a toujours besoin d'avoir la supervision humaine dans ces systèmes experts-là. Donc ça vient. Donc oui, il y aura de nouveaux métiers qui sont inventés et qui sont déjà inventés dans l'entreprise dans laquelle je travaille à Intact. Le Data Lab maintenant fait 400 personnes, donc c'est considérable. Mais les métiers d'opération de ces entreprises-là, eux, vont pas disparaître, mais vont être réinventés en fait. Et c'est ça qui est assez intéressant. Alors, ce serait l'IA réinventera-t-elle les métiers d'aujourd'hui? Oui, exactement. On a reformulé la question dans tous les sens. Mais en réalité, je pense que cette question qu'on a posée par rapport à ce que tu dis est partielle en fait par rapport à tout ce qu'on a déjà abordé, puisqu'il y a l'idée de remplacer, l'idée de transformer et l'idée d'inventer. Et donc, c'est vrai que ce que tu disais, peut-être qu'il y aura des débats d'ailleurs un peu sur ce point-là, c'est que l'IA ne remplacera peut-être jamais aucun métier et que en fait, l'humain aura toujours une part irréductible dans les métiers. Bon, mais on y reviendra. Je propose à Patricia de terminer avec la question des questions, l'éthique de l'IA. En fait, je vais terminer, mais en fait, ça va être une ouverture aussi sur certaines discussions. Oui, c'était l'idée après d'ouvrir sur toutes les questions éthiques qu'on va poser. Donc, dans le fond, je reprends la balle. Justement, tu parles de l'implication humaine. Donc ça, c'est très important. Je vais commencer par un bilan parce que, dans le fond, j'ai fait des synthèses sur quelques conférences ici qu'on a eues sur l'intelligence artificielle. J'ai écouté plusieurs débats et quand même, on voit que ce qui ressort, on parle d'IA responsable, on parle de responsabilité, on veut une IA qui est centrée sur l'humain, on veut toujours avoir un humain qui soit proche de la prise de décision, comme tu viens de dire. Donc, toutes ces questions-là, dans le fond, c'est des questions éthiques. Et puis, chacun des intervenants que j'ai écoutés se sont dit, bon, ben oui, mais ça sera avec la protection des données, ça va être ça avec le respect. Il y a la discrimination, il y a la diversité. Est-ce qu'on peut modéliser la diversité? Donc, il y a eu plein de sujets comme ça qui tournent, dans le fond. On sent qu'il y a des questions éthiques qui sont au fond de chacune des conférences, chacun des milieux, chacune des industries. Donc, qu'est-ce que c'est en fait l'éthique de l'intelligence artificielle? Parce qu'on peut se demander, bon, il y a le droit, par exemple, le droit, la justice qui devrait être là peut-être pour réglementer certains systèmes. Mais on a une discussion justement avec Malène et puis j'ai discuté avec une avocate aussi qui a fait une présentation, Vanessa Henry, hier. C'est-à-dire que le droit, le problème de droit, c'est qu'il ne va pas aussi vite que l'innovation. Il ne va pas aussi vite que les technologies. Donc on voudrait bien que le droit soit agile, mais il n'est pas aussi agile qu'on pense. Et aussi, le droit, le problème aussi, enfin, c'est un problème. C'est une réalité importante, mais c'est toujours quand même local. On va parler d'un pays particulier ou d'une région, ou après ça, le droit va s'appliquer à telle industrie, telle autre industrie, telle industrie. Donc,
Donc, dans le fond, il y a certaines limites au droit. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est partout. Elle est dans tous les secteurs, on l'a vu. Elle est partout. Les données sont ouvertes, elles sont à tout le monde. Une application qui a été créée en Turquie pour XY fonctionnalités peut être repris par un autre ingénieur pour YZ fonctionnalités. Donc, dans le fond, les données peuvent être prises et puis utilisées ailleurs. Donc, on vit un peu dans un Far West. On est d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on est dans un genre de Far West. Par contre, ce que l'avocate a dit qui est intéressant, c'est dans le fond, elle a démystifié un petit peu la question du droit. Elle a dit, on a tendance à dire que le droit n'est pas encore présent dans l'intelligence artificielle, alors que oui, il est là. Et c'est vrai qu'il est là, mais il est encore trop limité. On a par exemple le RGPD dont on a parlé, qui est pour la protection des données, et puis c'est un règlement qui est européen. Ici, on a la loi 25 qui est sortie, on a la Charte des droits et libertés du Québec. Donc, on a certains encadrements, mais à chaque fois, on dit, bon, ben, ça va être limitatif, ça va être contraignant, ça va être... Donc, dans le fond, la loi, ce qu'elle va faire, elle va interdire certaines choses. Donc, elle va contraindre certains systèmes. Et on veut pas forcément attendre d'être contraint. Donc, on veut peut-être d'abord réfléchir en amont aux questions éthiques. Donc, c'est un petit peu ça, l'éthique de l'intelligence artificielle. C'est se poser les bonnes questions au bon moment. Donc, on a la Déclaration de Montréal qui dans le fond, est une position qu'on prend par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle. On déclare qu'on l'utilise de façon éthique et on respecte tel principe, le principe d'équité, le principe d'environnement, le principe de diversité, plusieurs principes qu'on respecte. Donc, on signe la déclaration en disant « je respecte ces principes éthiques ». Mais après, il y a l'intention qu'on met dans les systèmes d'IA, puis après ça, il faut analyser les impacts. Mais le problème, c'est que, donc là, on a des éthiques de type conséquentialiste, mais analyser les conséquences de l'intelligence artificielle, c'est quand même très difficile, on s'entend, parce qu'on parle de nouvelles applications, des nouvelles applications qui vont voir le jour, mais on ne connaît pas leur impact. On ne sait pas encore quels impacts elles vont avoir sur la société. On a vu, par exemple, il y a eu des conférences sur la réalité virtuelle, donc jusqu'où on peut aller avec la réalité virtuelle, donc l'effet de Proteus, que tu te sens vraiment comme dans l'avatar, etc. Donc, il y a des questions éthiques qui se posent à cet endroit-là, mais on ne connaît pas encore les conséquences. On ne sait pas, par exemple, on parlait du métaverse et des problèmes de nausée chez certains individus parce qu'ils sont dans un environnement, un espace qui est complètement différent que les espace réel et développe des nausées, des choses comme ça. Mais ça, on ne savait pas avant. Donc, on peut pas avoir non plus une approche qui est uniquement conséquentialiste. C'est l'approche qu'on avait avant. Mais aujourd'hui, on est dans quelque chose de tellement nouveau et le problème, c'est qu'avant, les technologies ne changeaient pas autant nos vies parce qu'il n'y avait pas autant d'impact sur les vies. Aujourd'hui, l'IA va décider pour nous. Hein? On a parlé de processus de décision, mais de temps en temps, on va quand même, comme par exemple la petite créance. Je sais qu'en Ontario, la petite créance est informatisée. Donc, on va laisser, ces métiers-là ont été inventés par l'IA, puis on va laisser l'IA décider pour nous, puis prendre des décisions. On va considérer que c'est des bonnes décisions parce qu'elles ont été, parce que on est habitué d'avoir fait ce droit-là, etc. Puis c'est des choses qui sont peut-être faciles à automatiser, mais les individus sont peut-être pas au courant qu'on a automatisé ces décisions-là, que finalement leur jugement va être émis non pas par un juge, mais par une intelligence artificielle. Pareil pour la médecine. Des fois, un psychologue ou peut-être qu'il peut y avoir des séances de psychologie qui vont se faire peut-être de façon virtuelle, peut-être même avec des avatars. Mais est-ce que l'individu va savoir qu'il parle à un avatar ou à une intelligence artificielle? Comme dans les chatbots, est-ce que, oui, bon, on est conscient qu'on parle à un avatar, mais on n'a pas toujours cette conscience ou cette ouverture d'esprit de se dire, bon, ben, c'est pas un individu. Donc, il y a des tas de questions qu'on doit poser et c'est tout à fait nouveau. Et pour les métiers, parce que là on parle de l'éthique d'intelligence artificielle qui est un nouveau questionnement, une nouvelle discipline. Donc, c'est sûr qu'il
il va falloir l'enseigner, ça on s'entend que ça va être des métiers qui vont... Donc ça va être à l'université, ça va être au cégep, au primaire, au secondaire, pourquoi pas à la maternelle. Il faut apprendre qu'est-ce que c'est que ces outils-là, comment ces outils peuvent changer notre vie. Il faut apprendre dès le jeune âge que les réseaux sociaux, ça peut avoir une application sur nos vies qui est très importante. Donc il faut que cet enseignement soit partout. Mais après, on peut se dire aussi que l'intelligence artificielle peut outiller cette éducation et cet enseignement. On peut créer des outils pour les jeunes. On n'est pas obligé de parler d'éthique de l'intelligence artificielle, mais on peut créer des outils pour les jeunes qui les aident à comprendre qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle et puis donc aider justement la société à se mettre à jour avec l'intelligence artificielle. Donc, il y a plusieurs métiers qui peuvent être développés. Et donc là, j'ai parlé du côté positif. Après ça, je pense que tu vas nous amener sur les menaces, parce qu'il y a des craintes énormes, il y a des peurs. L'automatisation, est-ce que l'automatisation va faire en sorte qu'on n'aura plus de besoin d'ouvriers, on n'aura plus besoin de serveurs, parce que les serveurs vont être des robots. Donc, il faut quand même qu'on parle de la crainte, il faut qu'on parle de la peur. Et la société, nous, on est peut-être ici dans un espèce d'écosystème d'intelligence artificielle où on est positif et on se dit que l'intelligence artificielle, elle est novatrice, elle est bonne pour la société, mais en dehors de ces murs, il y a des gens qui se disent moi, je vais perdre mon métier. Donc, il faut réfléchir à ça aussi comme question éthique. Et je relance le débat peut-être avec les étudiants qu'on est autour de nous pour voir un petit peu dans le fond, quelles sont les craintes qui sont autour du domaine, pourquoi est-ce qu'on devrait justement se poser la question pour faire connaître l'intelligence artificielle comme quelque chose de positif, parce qu'il faut avoir cette attitude-là, je pense. Oui. Alors justement, par rapport à... Voilà, tu as ouvert un nombre de pistes incroyables, mais j'aimerais qu'on revienne sur le domaine de la santé. Et pour ouvrir la discussion à proprement parler, j'aimerais vous proposer une petite expérience de pensée. Je ne l'ai pas préparée, c'est en t'écoutant, Maëlène, qu'elle m'est venue, parce que je pense que par rapport à ce que tu disais, Maëlène, bon, personne, je pense, n'est d'accord pour dire a priori que le médecin doit être une pure intelligence artificielle et qu'il y a toujours ce côté humain qui est intrinsèque à la médecine, essentiel à la consultation. Mais alors voilà, imaginons qu'on soit dans le métaverse dont tu parlais, Patricia, et qu'on soit face à un avatar. Est-ce qu'on serait capable d'accepter une médecine, donc là je vais être un peu plus cynique, dans laquelle on se retrouve face à un avatar et dont on ne sait pas si cet avatar est un vrai ou un faux médecin? Est-ce que, parce que le problème que tu posais, c'est de savoir si les chatbots, on sait que c'est une intelligence artificielle, le médecin chez qui on va consulter, on sait qu'il est là. Mais si on se retrouve dans cette espèce d'intermédiaire où on admet que la personne, entre guillemets, face à qui on se retrouve, c'est à 50% de chance un vrai médecin et à 50% de chance une intelligence artificielle, en admettant que cette intelligence artificielle a passé le test de Turing et qu'elle peut se faire passer pour un humain sans problème. Est-ce qu'on serait capable d'accepter ça? D'accepter de se dire, la personne que j'ai en face, c'est peut-être un vrai, peut-être un faux, je ne sais pas. Est-ce que la médecine pourrait fonctionner comme ça? C'est retors comme question. Hein. Si je peux me permettre de commencer à esquisser un début de réponse, je crois que vu déjà combien on peut être réticent aujourd'hui on le voit même sans IA, en fait, combien dans le milieu de soins, ça peut être compliqué de ne pas avoir l'information qu'on voudrait avoir, en fait. On va se faire opérer de tel, je ne sais pas moi, une problématique au genou, des ligaments. Et en fait, on n'a pas compris qu'après, on allait avoir 3 mois de rééducation. On pensait qu'on allait avoir 1 mois et demi. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Mais déjà qu'on a déjà du mal à accepter qu'il y a quand même des choses qui ne fonctionnent pas toujours très bien dans le système de soins, que pourtant, on est face à chaque fois à un humain et qu'en fait, à chaque fois, on a l'impression de pas forcément... Alors, je ne veux pas du tout généraliser, mais en tout cas, c'est des critiques qui existent,
qu'on n'est pas forcément toujours pris en compte dans notre complète humanité, qu'on est juste un numéro, un patient qui serait juste un numéro et pas un vrai humain, entre guillemets, en face de nous. Donc j'ai du mal à voir comment ce serait... mais j'imagine que, de toute façon, c'est aussi très personnel. Et ça dépend surtout pourquoi on vient consulter, je crois. Pourquoi est-ce qu'on vient consulter? Si on vient voir notre médecin juste parce qu'on... Enfin, ce médecin dans ce métaverse juste parce que je sais pas, on a une petite problématique ou si on a quelque chose de très très impactant sur notre santé. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de ça. C'est un tout petit début de réponse. Moi, je suis d'accord. Enfin, je mettrais aussi l'importance en fait enfin, c'est pas mon domaine, la santé, mais l'importance du résultat. Est-ce que enfin, dans des domaines aussi critiques que ça a à voir aussi avec la conduite. On est prêt à accepter de se faire conduire par une voiture automatique si on sait qu'on a 9,999999999% de chances de mourir. Sinon, on n'achètera jamais le contrôle. Donc il faut le système soit absolument parfait. Si le système n'est pas absolument parfait, on aura toujours un œil sur la route. Et je pense que sur un système de soins, comme tu dis, ça dépend de pourquoi est-ce qu'on consulte. Mais si le diagnostic est parfait à 9,99999%, je pense qu'au bout d'un moment, ça pourrait être accepté. Enfin, j'imagine. Mais il y aura des réticences, c'est sûr. Mais si le résultat est là, enfin, c'est plus ton domaine, donc je te laisserai. Je pense que sérieusement, je suis à la fois en désaccord et en accord avec ce que vous dites. Je pense que ça amène toute l'importance des biais, autant des biais d'intelligence artificielle que des biais humains, de savoir, parce que là, si on se met dans l'idée d'une intelligence générale, l'intelligence artificielle générale, qui est encore bien au-delà du test de Turing, je dirais, là, et une intelligence aussi qui a une précision qui est vraiment plus importante et qui serait même capable de comprendre les émotions humaines d'une manière encore plus exacte qu'un médecin humain. Eh bien là, on arrive dans une situation où ça pourrait être effectivement intéressant de remplacer malheureusement le médecin pour, si tu regardes, en tout cas, ça dépend des métriques qui sont observées en termes de conséquences. Là, si on va dans le conséquentialiste, c'est toujours l'idée, c'est quoi les conséquences que je regarde? Est-ce que c'est sûr, on parlait tantôt des appels téléphoniques à la poste. C'est sûr que si c'est juste les métriques de voix que tu regardes, le monde, ils vont parler avec une belle voix, mais tout le monde va faire des dépressions, puis donc toutes des conséquences qui ne sont pas nécessairement observées, qui vont pouvoir avoir lieu également. Puis ça amène tout je pense que le plus gros dilemme éthique pour moi en IA, c'est toute l'idée des biais, puis c'est quoi l'impact que ces biais vont avoir sur les usagers de la santé ou encore même soit sur les médecins également, parce que si eux, en tant que médecins, puis utilisent des systèmes prédictifs pour les aider, mais ils se fient trop à la prédiction, puis ils ne vont pas faire leur vérification, ça implique d'autres biais également. Mais je pense que c'est vraiment la question du biais et comment est-ce que ce biais-là... à quel point est-ce qu'il est transparent? Puis c'est toujours, on parle souvent du deep learning, à quel point ça devient difficile à interpréter ce que les modèles font. Puis c'est un champ de recherche complet. Comment est-ce qu'on peut interpréter ces modèles d'intelligence artificielle? C'est quoi les calculs qui sont faits? C'est quoi les biais aussi également? Puis plus qu'on va avoir une transparence sur cette boîte noire-là, et plus ça va être possible de dire que des métiers vont en venir à pouvoir remplacer les humains, je pense. C'est comme ça que je le vois. Je peux rebondir, si tu veux, sur les biais. C'est super intéressant ce que tu dis, dans le fond, et j'irai encore un petit peu plus loin en disant, ce qui est intéressant avec ça, justement, c'est que on se repose des questions nous-mêmes. On se dit, comment ça se fait, nous, en tant qu'individus, qu'on met des biais à l'intérieur des systèmes, on est biaisé. Donc là on n'interroge plus l'intelligence artificielle, on s'interroge, nous, en tant qu'êtres humains, qu'on ait des préjugés, qu'on ait une société extracteur, qu'on ait une société colonialiste, comment on supervise les modèles. Exactement. Et là, ça nous amène à la question de la gouvernance. Parce que l'éthique de l'intelligence artificielle, c'est un grand domaine, mais il y a aussi la philosophie de l'intelligence artificielle. Et ça nous amène à la question de la gouvernance. La gouvernance de l'IA, c'est pas juste le droit, on s'entend, c'est entre le droit et l'éthique, mais on s'interroge sur comment on va gérer l'intelligence artificielle.
Donc, comment on va gérer les métiers, comment on va gérer la question de la transparence, comment on va gérer l'explicabilité, comment on va gérer les biais, comment on va gérer... Donc, la gouvernance de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose dont il faut réfléchir et justement, on va ressortir ces problèmes qui sont des problèmes de société, qui sont nos problèmes à nous, qu'il faut retravailler. Donc, c'est l'occasion de se remettre en question et d'essayer de s'améliorer comme être humain aussi. Et je reviendrai peut-être sur la question justement le rapport entre l'homme et la machine. Je pense que c'est ça qui est intéressant et je voulais revenir sur ce que Julie Payette avait dit parce que j'étais très impressionnée par les discours des astronautes. Et Julie Payette a dit, le prochain défi pour l'intelligence artificielle, c'est la communication homme-machine. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce qu'elle dit, communication homme-machine. C'est rassurer l'utilisateur, c'est être sûr que justement l'IA se fait connaître comme une IA et non pas comme un humain, qu'on reconnaît que c'est une machine et non pas un humain. Donc, il y a plein de questions qui doivent se poser autour de la communication homme-machine. Et justement, j'aimerais qu'on parle un peu plus en détail, c'est ce qu'on avait prévu d'ailleurs, de cette relation toute nouvelle qui s'instaure entre l'homme et l'intelligence artificielle. Quelle est la nature de cette nouvelle relation? Est-ce que vous avez des craintes justement par rapport à celle-ci? Je vois que Raphaël... Parce que est-ce qu'on a la crainte, par exemple, que l'intelligence artificielle domine, surveille même peut-être l'employé pour revenir au métier? Ou est-ce qu'au contraire, on peut quand même garder une suprématie de l'employé sur l'intelligence artificielle? Alors, en fait, il y a les questions qui sont abordées, qui sont, on va dire, de précision incroyable, des machines qui remplacent les humains, technologiquement, on n'y est pas encore complètement. Enfin, il y a peut-être des endroits où c'est possible, mais en fait, dans la majorité des cas, ça reste compliqué. Les systèmes sont limités d'un point de vue technologique, d'un point de vue de ce qu'ils sont capables de faire, des données qu'on met pour les entraîner. Donc, par contre, c'est une très bonne question parce que ce système expert, la relation entre l'intelligence artificielle et le travailleur qui utilise cette intelligence artificielle, ça peut créer des situations où c'est inextricable, dans le sens où, exactement ce qui a été dit sur les médecins, comment le médecin, si le médecin se repose 100% sur le diagnostic de l'IA, sans vouloir double-checker si l'IA a raison, ou parce que l'IA n'est pas forcément interprétable, mais ça pose aussi l'autre question, et qui revient en fait aussi à l'aspect gouvernance et juridique, c'est-à-dire que, par exemple, j'avais entendu parler de la possibilité de mettre de l'intelligence artificielle dans les juges, pour reconnaître quelqu'un qui est coupable ou pas, d'avoir un système prédictif, donc un système expert, qui va donner une recommandation au juge si la personne est coupable ou pas. Et ça s'applique, les systèmes experts s'appliquent maintenant, tout le temps, dans plein d'entreprises. Donc la problématique est valable. C'est juste que c'est un exemple qui parle, l'exemple que je donne. Mais si le juge décide d'aller à l'encontre de la recommandation de la machine, et qu'on se rend compte qu'il avait tort, le juge, il va prendre un risque qui est inconsidéré pour lui, parce qu'il y a un trace de record, comme quoi la machine lui avait dit qu'il ne fallait pas faire ça, et il est allé contre la machine. Donc, en fait, on met le juge dans une situation inextricable où il va être obligé de suivre la recommandation de la machine, ou en tout cas, c'est un risque. Donc, effectivement, la question de qu'est-ce qu'on fait quand on va à l'encontre de la machine, parce qu'on doit exercer notre jugement humain, et que notre jugement humain est, somme toute, différent, mais qui n'a pas moins de valeur que celui de la machine. Comment est-ce qu'on est capable les systèmes de loi et de gouvernance peuvent laisser en fait cet espace pour l'humain de faire preuve de son jugement. Et c'est vrai à tous les niveaux. C'est vrai dans la justice, dans la médecine et dans les compagnies d'assurance et les banques, c'est vrai aussi. Donc je pense que c'est très intéressant. Et puis ça, c'est une problématique qui est actuelle en fait. Ouais. En fait, c'est ce qui est ressorti quand on a discuté au préalable, c'est que cette question de la relation entre l'intelligence artificielle et l'employé débouche immédiatement sur une notion centrale de responsabilité. Exact. Et en fait,
Donc je vais reposer le problème tel qu'on se l'était dit. S'il y a une décision à prendre, que l'employé dit blanc et que l'intelligence artificielle dit noir, qui est responsable en cas d'erreur? Parce que si l'intelligence artificielle se trompe, d'abord on part du principe que l'intelligence artificielle est beaucoup plus performante que l'humain, donc peut-être on peut douter du fait que l'humain a raison. Mais mettons que l'intelligence artificielle se trompe, est-ce qu'on peut vraiment la tenir responsable? Alors que dans le cas inverse, si c'est l'humain qui se trompe, lui, on va pouvoir le tenir responsable. Ouais, absolument. Comment on gère cette question-là? Vas-y. Maëlène, ouais, tu voulais parler tout à l'heure. Juste pour revenir d'abord sur, puis ça va faire un lien tout de suite, mais sur, je renvoie à la conférence de Karim Ben-Yeklef, c'était je crois jeudi, qui parlait justement de ces systèmes d'IA utilisés dans la justice et qui lui disait clairement, notamment le droit pénal, le droit criminel, quand on doit décider si quelqu'un est coupable ou pas d'un crime, d'une infraction pénale, il y a trop d'enjeux, il y a trop il y a trop de conséquences et puis il y a trop d'éléments autour qu'il faut prendre en compte pour qu'on puisse accepter que ce soit un système d'IA qui prenne seul cette décision. Et c'est pour ça que les systèmes qui sont utilisés aujourd'hui dans la justice, en tout cas... Attends. Non, attends. Ah, c'est un problème de pile. Ça, c'est pas de l'intelligence artificielle. Hein. Et je pense que c'est ça, au fond. C'est que on se pose des grands problèmes d'intelligence artificielle, mais les vrais problèmes, c'est qu'il n'y a plus de pile, quoi. C'est bon? Parfait. Merci. Je disais donc que, en tout cas, lui, ce qu'il développe, Karim Ben-Yeklef, dans le laboratoire de cyberjustice, et puis ce qui se développe aussi ailleurs, c'est surtout, par exemple, de décider que, non, on va axer et on va décider que ces systèmes, ils peuvent nous aider, mais que typiquement pour les petites créances, là, par exemple des litiges qui sont relatifs au logement, au travail, à la famille, et qui vont notamment nous aider surtout sur, par exemple, la résolution à l'amiable des conflits, où ça sera beaucoup plus... Déjà, les enjeux sont peut-être un peu moins importants, un peu moins grands, mais surtout, la nature s'y prête beaucoup plus. Et donc, ça peut être déjà un élément de solution de se dire, non, mais peut-être aujourd'hui, tout simplement, il faut abandonner certains secteurs, certains litiges de certaines natures et se dire que on va se concentrer sur ce qu'on sait, et on sait qu'il n'y aura pas... qu'on peut retirer le plus de bénéfices par rapport au risque. Et sur la question de la responsabilité, du coup, et puis la responsabilité du médecin, etc., je crois que ce qu'il ne faut pas oublier, puis moi j'aime bien toujours dire ça en tant que juriste, c'est que c'est vrai qu'il y a une marge, bien sûr, on a toujours un peu l'impression qu'il y a comme un vide juridique et que ce n'est pas réglé et qu'on ne sait pas qui va être responsable en cas d'erreur. Mais le droit est quand même là, puis il y a quand même des obligations. Par exemple, le médecin, il a quand même des obligations aujourd'hui. La question qui va se poser avec l'IA, je crois, c'est surtout de savoir, ça va être, est-ce que le système est interprétable ou pas? Est-ce que le médecin peut, notamment du coup pour le médecin, est-ce que le médecin peut vérifier la prise de décision, la façon dont la décision a été prise? Est-ce qu'il a véritablement cette capacité-là? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on décide qu'à chaque fois que c'est pas assez transparent, qu'on ne peut pas avoir cette interprétabilité? Oui, mais justement, je ne veux pas trop m'incruster dans le débat parce que je suis l'animateur, mais justement, un peu le problème de l'intelligence artificielle, c'est que c'est une boîte noire. C'est que personne n'est capable vraiment de savoir comment une décision est prise, par quel processus. Et justement, et d'ailleurs, parce que Christian Wopperer, hier aussi, faisait une conférence sur la monétisation de l'intelligence artificielle, et il disait que pour des entreprises, il parlait du lien entre les entreprises, les acheteurs et les fournisseurs, et il disait que ce que les gens achètent, ce n'est pas un système d'intelligence artificielle, c'est une solution à leurs problèmes. Et quand on dit ça, en fait, peu importe comment fonctionne l'intelligence artificielle, et personne ne comprend. D'ailleurs, il disait en général, c'est des responsables financiers qui vont acheter les systèmes d'intelligence artificielle et qui n'y connaissent rien.
Donc, comment, enfin, du coup, c'est ce problème-là, c'est qu'il n'y a aucun moyen de vérifier comment la décision a été prise. Mais il me semble qu'il y a quand même, enfin, selon les systèmes, on peut plus ou moins, il y a quand même une marge de manœuvre, on peut plus ou moins aller... Je dirais que pour ajouter à ça, contrairement, mettons, au cerveau humain, où on a la première analogie à la boîte noire vient du cerveau humain, là, Skinner, un psychologue behavioraliste, en tout cas, behavioral, pardon, je vais le dire en français, a amené l'idée de boîte noire. Puis effectivement, le cerveau humain, c'est des milliards et des milliards de neurones. On ne peut pas ouvrir le cerveau, on peut utiliser des méthodes avec des métaphores physiologiques, comme par exemple l'IRMF, des choses comme ça, on va regarder le sang, mais ça reste jamais directement. Tandis que l'avantage, je dirais, d'une intelligence artificielle, oui, je dirais dans les premières décennies d'intelligence artificielle, on disait de boîte noire parce qu'effectivement, c'est vraiment complexe d'arriver avec des milliards de réseaux de neurones, avec des dizaines et des dizaines de layers. On ne sait pas, donc qui font des calculs non linéaires, mais de plus en plus, il y a des méthodes, puis c'est un champ de recherche sur l'interprétabilité qui vont permettre d'aller voir comment est-ce que ces neurones-là, d'un point de vue à la fois de l'information qui a été utilisée pour faire la prédiction, est importante pour un certain output, une certaine prédiction. Donc, par exemple, si je prends en computer vision, quelle information dans une image va permettre de faire une classification. Donc, par exemple, est-ce que ça, c'est une voiture? Est-ce que c'est un visage humain? Puis c'est quoi les différentes étapes qui ont été faites? Donc, de plus en plus, on s'en va vers ça, mais je dirais que le développement des réseaux de neurones est rendu là, puis le développement de l'interprétabilité est rendu là, mais tranquillement, ça s'en vient. Ça va être, dans le futur, je pense que ça va être possible de dire, je suis un médecin, je regarde comment est-ce que mon IA, c'est quoi l'information qu'elle a utilisée pour prendre cette décision-là, puis par le fait même. C'est amusant de parler de ce processus de décision, parce que l'intelligence humaine, c'est quand même, on est capable d'argumenter, de dire pourquoi, selon tel et tel raisonnement, telle et telle hypothèse, on prend telle et telle décision. L'intelligence artificielle, on sait juste qu'il y a un calculateur super performant qui a pris une masse de données énorme, qui l'a mouliné et qui dit c'est ça la bonne décision à prendre. Et en plus, j'ai l'impression, on a tendance à dire que parce que de par cette puissance de calcul, l'ordinateur est plus à même de prendre de meilleures décisions. Alors Raphaël, comment on fait le dosage dans cette prise de décision entre la raison humaine et la puissance de calcul informatique? Sur les systèmes hybrides, c'est un grand enjeu, c'est un grand enjeu de gouvernance, c'est un grand enjeu éthique. Mais en fait, ce sont des choses différentes. En fait, l'intelligence humaine, modestement de ce que j'en comprends, ne se base pas sur la même chose que l'intelligence artificielle, qui d'ailleurs en fait c'est pas vraiment un bon mot, l'intelligence artificielle, parce que le modèle ne sera aussi bon que les données qu'on lui a fournies. Donc il ne comprendra que ce qu'on lui a montré comme exemple. Donc comment dire, il n'est pas capable d'extrapoler, il n'est pas capable d'interpréter, il est capable de reconnaître des patterns et de reproduire ces patterns et de dire dans la majorité des cas, ces patterns vont donner tel outcome. C'est comment dire, il le fait de façon constante, de façon systématique. L'intelligence humaine est sujet à des hauts et des bas, mais utilise vraiment autre chose, et l'interaction sociale et la façon dont on a besoin de cette intelligence sociale pour, à mon avis, pas être remplacée. En tout cas, c'est pas une problématique que je vois actuellement dans les entreprises actuelles. Mais cette question-là, moi, je n'ai pas la réponse parce que c'est vraiment très intéressant. Comment est-ce qu'on dose qui a la responsabilité, mais c'est un problème que je vois en fait. Donc. Alors, pour revenir à notre responsable éthique, Patricia, le point sur lequel je voulais amener, c'est justement, on a commencé à l'évoquer, c'est quand la décision proposée par l'humain entre en contradiction avec la décision proposée par l'intelligence artificielle. Est-ce que dans ce cas-là, on ne pourrait pas imaginer un droit, justement, qui dirait, si on suit la recommandation de l'humain et que si, in fine, la décision s'avérait être la mauvaise, on le disculpe, on enlève toute responsabilité à l'humain. Est-ce que cette situation-là est envisageable?
Déjà, il faut se dire que bon, l'erreur est humaine, mais l'erreur est machine aussi. Donc, la machine aussi peut faire des erreurs. Donc, déjà, il faut avoir ça en considération. Donc, oui, l'IA va nous aider à prendre de meilleures décisions, mais elle peut commettre des erreurs qui sont, par exemple, on peut prendre un logiciel de reconnaissance faciale, par exemple. Bon, parlons des drones. Alors, les drones ont une autonomie de conduite, mais ils ont aussi une autonomie de frappe. Il y en a certains qui ont une autonomie de frappe, entre autres, par exemple, les kamikazes qui sont utilisés en Russie. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est que, tu vois, il y a 3 ensembles que le drone doit reconnaître. Ça peut être des bâtiments suspects, ça peut être une chaîne de chars, ou ça peut être un regroupement d'individus qui ont l'air d'être des ennemis. Donc, c'est quand même assez vague ce qu'on donne comme instruction à l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, elle va émettre sa décision, et puis elle va envoyer la frappe. Donc, elle va dire, bon, ça, c'est une colonne de chars ennemis, je frappe. Mais il y a eu des cas, par exemple, avant la guerre en Ukraine, de drones qui ont été utilisés, c'était des drones turcs, et puis ça a été utilisé en Syrie, et puis les Syriens l'ont utilisé, et ce que ça a fait, c'est qu'au lieu de tuer des soldats ennemis, ça a tué des soldats syriens. Donc il y a eu une erreur machine considérable quand même, considérable. Mais je reviens un petit peu en arrière en me disant quand même, on se rend compte, selon des études qui ont été faites, que l'être humain va avoir tendance à reléguer la responsabilité à l'intelligence artificielle dans le cas où il y a la possibilité. Donc, c'était l'ambivalence, c'était de voir dans un cas de figure où on a l'alternative entre une décision humaine et une décision machine, l'humain va avoir tendance à se reléguer à la décision machine. Est-ce que c'est parce qu'il veut se déresponsabiliser? Peut-être, il y a en partie ça, c'est psychologique. Et aussi parce qu'il a tendance à faire confiance à quelque chose qui a été conçu par peut-être plusieurs êtres humains et qui n'est pas juste sa propre pensée à lui. Donc, il n'y a pas de réponse exacte. Il y a des êtres humains qui vont faire confiance à la machine et il y en a d'autres qui vont dire « moi, je prends la décision », le médecin ou qui va s'opposer à la décision de la machine. Et là, la question de la responsabilité, tu disais. Donc, alors, l'erreur est machine, l'erreur est humaine. Okay. Donc, dans les cas d'erreur, les deux sont responsables. Par contre, c'est sûr que si on va juger de la responsabilité d'une IA, après ça, il faut remonter à la source. C'est un peu comme en cas de guerre. On remonte à la source du commandement. On va voir qui est responsable de qui a conçu l'IA, etc. Et en remontant, justement, c'est pour ça qu'on met des comités d'éthique aujourd'hui en amont, parce que justement, il faut qu'on soit capable de remonter la chaîne de responsabilité. Si on n'est pas capable, c'est qu'il y a un problème éthique. Si on n'est pas capable de remonter la chaîne de responsabilité. Donc, il faut, en amont, il faut avoir, quand on fait des conceptions d'applications, des conceptions de logiciels, il faut avoir une réflexion éthique, justement, se poser les bonnes questions dès le début, essayer de suivre un cadre éthique, s'il y en a, etc., dans telle industrie, justement, pour, dès le début, être en mesure d'être capable de remonter éventuellement la chaîne des responsabilités. Et je voudrais juste mettre un mot sur le on a parlé d'interprétabilité des systèmes, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin aujourd'hui. Il faut parler d'explicabilité. Et l'explicabilité, c'est pas simplement que l'ingénieur soit capable d'expliquer qu'est-ce qu'il y a dans son système, donc plus ou moins d'expliquer qu'est-ce qu'il y aurait dans la boîte noire éventuellement, mais c'est surtout ce qu'on demande aujourd'hui au système, c'est que l'utilisateur soit capable de comprendre donc qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est ça l'explicabilité qu'on demande aujourd'hui. C'est plus simplement que le médecin soit capable que le médecin comprenne comment l'IA a émis cette décision. Il faut que le patient, lui aussi, soit capable de comprendre que s'il y a une IA qui le traite, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Donc, on demande encore plus loin maintenant. On est beaucoup plus exigeant que l'interprétabilité. On sait que la boîte noire existe, mais on demande quand même que les systèmes soient explicables pour les utilisateurs. Jean-Maxime? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. En fait, je pense que
de toute manière, ce qui se passe, c'est que si on n'arrive pas, puis je parle dans le domaine, en même temps, de la santé, ou si c'est régi par des gouvernements ou des grandes entreprises, c'est un peu plus difficile parce que, dans le sens que, c'est-à-dire qu'ils vont mettre quelque chose en place, que ça marche ou ça marche pas, ça va être en place quand même. Tandis que quand on parle d'une PME qui va mettre un système d'intelligence artificielle en place, elle va être tellement dépendante du marché que si elle ne met pas en place cette explicabilité-là, le monde ne feront pas confiance en la technologie pour les aider. Donc, s'ils ont une bonne compréhension de c'est quoi que vous prédisez, c'est quoi, sur quelles données ça a été entraîné pour ça a été prédit. Puis là, il y a toute la notion, autant au même titre que lorsqu'on demande le consentement dans l'acquisition de données, cette explicabilité-là doit être accessible. Peu importe c'est qui le patient, même s'il y a, par exemple, quelqu'un qui aurait une déficience intellectuelle ou une autre maladie qui fait qu'il y a une difficulté de vision ou quoi que ce soit. Donc, on doit rendre cette information-là accessible le plus possible. Puis effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Est-ce que c'est vraiment faisable, Raphaël, dans la mesure où, comme on disait, l'intelligence artificielle progresse de façon exponentielle? Est-ce que l'explicabilité peut, elle aussi, progresser de façon oui, similaire? L'explicabilité, je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut progresser, mais effectivement, il y a des progrès immenses qui sont faits sur l'interprétabilité. Il y a deux choses. Moi, je suis en économiste, je suis en formation pour devenir économiste. Je regarderais il y a un parallèle à faire avec l'économétrie, par exemple. Donc, on peut voir l'économétrie comme l'ancêtre de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il y a plein de modèles économétriques où on fait de l'inférence. Donc le but des modèles économétriques, c'est d'essayer de faire de l'inférence, c'est-à-dire c'est d'essayer d'évaluer précisément, par exemple, pour donner un exemple simple, le gouvernement a besoin de savoir quelle est la part de la puissance de l'éducation dans le revenu final. Donc les modèles économétriques vont essayer de décomposer la variance du revenu en fonction de l'éducation de chaque personne. Dire que l'éducation joue pour 2% dans la variance du revenu. Bon, les modèles économétriques arrivent à le faire bien, mais n'arrivent pas à faire de prédiction pour autant. C'est-à-dire qu'on arrive à expliquer la part de telle variable de façon assez précise, assez sophistiquée, mais ils n'arrivent pas forcément à faire de très bonnes prédictions. C'est là où les modèles de machine learning ont l'avantage par rapport à ces modèles-là. Donc peut-être qu'on arrivera mais en fait, l'exploitabilité, c'est simplement regarder comment la machine prend la décision, mais ce n'est pas une inférence. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler de vérité sociale. On est en train juste de regarder comment est-ce que la machine a pris la décision. Et cette décision-là, en fait, le biais ne peut venir que des données, en fait. Que des données qui sont ingérées là-dedans. Donc pour moi, l'enjeu principal, c'est vraiment de faire attention à quelles données on fournit et de comprendre, en fait, une fois que la décision est prise, d'accord, d'essayer d'interprétabilité, mais si toutes les données sont bonnes, parce qu'il y a aussi une question de rendre la décision, pourquoi cette décision a été rendue pour un tel ou un tel, mais il faut que ces décisions soient acceptables. Par exemple, si la machine prend une décision basée sur la couleur de peau, parce qu'il y a une variable sur la couleur de peau dans un truc, il est probable que ça ne marchera pas, et à juste titre. Donc il faut que cette décision soit acceptable, il faut que ces décisions soient entendables, parce qu'on parle aussi d'interprétabilité, que ça soit public, mais si des personnes qui n'ont pas envie de savoir, ou c'est trop rude de savoir pourquoi, sur des domaines qui sont importants, par exemple pour la santé, la psychologie, ou des domaines, il y a besoin aussi d'avoir un contact humain pour accepter cette décision, où le médecin peut sentir ok, mais il ne faudrait peut-être pas lui dire ça brutalement, peut-être amener ça d'une façon. Donc il y a aussi ces enjeux-là qui sont importants. Mais sur l'interprétabilité, de nouveau, oui, on est capable de comprendre de mieux en mieux comment la machine prend sa décision, mais c'est un truc mécanique. C'est pas un truc, c'est pas des sciences sociales. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de faire des inférences le plus précises possible pour déterminer des phénomènes de société. On est en train on est dans les câbles, puis on est en train de regarder quel câble s'est allumé pour faire la prédiction. Donc, ouais. Je voulais rebondir encore, mais bon, malheureusement, on arrive déjà à la fin de notre discussion. Attention, parce que quand même, il y aura un quart d'heure de questions du public. On veut vous laisser la parole. Mais quand même, une toute dernière question qui était le dernier point qu'on voulait aborder. C'est comment l'intelligence artificielle va changer les métiers de façon macroéconomique. Est-ce qu'on va vers plus de chômage? Est-ce qu'on va vers des métiers plus spécialisés dans la mesure où peut-être la machine va pouvoir prendre en charge des tâches beaucoup plus répétitives ou beaucoup plus manufacturées? Vers quel genre de métier, Jean-Maxime, on se dirige en présence de l'intelligence artificielle?
Moi, je pense qu'on va s'en aller vers un monde qui va être moins aliéné de par des tâches répétitives, très industrielles, parce que ces tâches-là peuvent être effectivement effectuées de manière plus rapide et plus efficace et à moindre coût par des machines. Cependant, il va y avoir des combats très importants qui vont avoir lieu, je crois, pour qu'il y ait un filet social qui est fondamentalement important. C'est-à-dire que si les compagnies en viennent à faire beaucoup plus de profits parce qu'ils ont moins de main-d'œuvre à payer ou que la main-d'œuvre qu'ils vont avoir parce qu'ils en ont moins va être très qualifiée ou encore va travailler sur l'intelligence artificielle ou va prendre les décisions qui sont les plus importantes. Donc, ils vont avoir des meilleurs salaires, mais pour toutes les personnes qui n'auront pas nécessairement leur place ou la possibilité de se trouver un métier, bien, parce qu'ils n'ont pas nécessairement l'expertise, il va devoir y avoir je crois, un revenu minimum garanti. Oui, parce qu'il y a un paradoxe, c'est qu'il y a des métiers extrêmement répétitifs qui restent, et je pense notamment aux gens qui sont payés une misère pour reconnaître des images et justement donner du grain à moudre aux intelligences artificielles. Est-ce qu'on va vers une sorte d'éclatement du spectre des métiers, vers des métiers très précaires, justement, qui sont complètement phagocytés par l'intelligence artificielle, et au contraire des métiers qui sont beaucoup plus spécialisés Comment ça va se passer? Allez, faisons une petite projection. Moi, je vais lancer un chiffre comme ça, 45 000 professionnels en intelligence numérique au Québec. Donc ça, c'est les nouvelles professions. C'est dans le fond, c'est pour Technocompétences qui a sorti ce chiffre-là. Donc 45 000 professionnels en intelligence artificielle au Québec, c'est quand même beaucoup pour le Québec. Donc on voit que les métiers se transforment. C'est des professionnels, c'est pas l'intelligence artificielle qui travaille là. Donc on voit déjà que c'est... Et puis j'ai trois disons, métiers types qui vont émerger. On va y avoir des traducteurs et des analyses. Bon, ça existe déjà, mais ça va devenir de plus en plus important. Des traducteurs et des analyses de données, de sciences de données. Des spécialistes en interaction homme-machine dont on parlait, mais ça, c'est plein de choses. Ça va être la psychologie, l'éthique, toute l'interaction, la traduction, les émotions, le corps, toute cette interaction homme-machine. Et puis, il va y avoir aussi des questions de droit, de responsabilité, de gouvernance. Donc, il y a énormément de métiers qui vont émerger de toutes ces questions-là parce qu'en fait, ce qu'on vit, enfin, je crois, ce qu'on vit actuellement, c'est quand même des changements de paradigme économique importants. Donc, il y a eu l'industrialisation, il y a eu des mouvements comme ça. Je pense que c'est un mouvement qui est très important, qui est en train de se passer. Et effectivement, je pense que on espère que c'est des tâches répétitives qui vont être prises en charge par l'IA. L'IA, elle va servir, peut-être qu'elle va servir le plus en termes de recommandation. Elle va être là pour recommander, pour aider l'humain à prendre des décisions. Parfois, elle va prendre des décisions pour lui, mais elle va aider l'humain à prendre des décisions. Donc, on peut voir quand même, on espère, moi je vois une évolution quand même dans tout ça. Et puis ce que je trouve intéressant, si on revoit les paradigmes économiques, est-ce qu'on ne va pas revoir justement notre façon d'être justement, de viser à chaque fois l'exploitation, de viser la richesse absolue, de viser... donc est-ce qu'on ne va pas revoir tout ça aussi et penser plus à la société quand on va développer des nouveaux systèmes? Donc est-ce que ce n'est pas justement l'occasion de redéfinir les métiers de l'avenir et de redéfinir peut-être des nouveaux métiers qui vont nous aider à repenser l'humanité? Ben voilà, je crois que tu viens de répondre à la question de la table ronde. La réponse est oui. Oui. Bon, bah écoutez, il est la demi, donc je vous propose de passer aux questions du public. On a abordé, je crois, beaucoup de sujets, donc si vous n'avez pas de questions, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Merci beaucoup pour cette discussion qui était vraiment très intéressante. Ma question, elle repart dans la première partie du débat. On a parlé des modèles prédictifs. Et puis, la dame avec le gilet rouge, parce que je ne connais pas les noms, excusez-moi, Patricia a mentionné que l'éthique en IA, c'était de poser les bonnes questions au bon moment. Et puis après, le débat a continué sur le problème que l'aspect conséquentiel ne peut pas être déterminé aujourd'hui. Donc ma question, c'est est-ce que, notamment dans le cadre de savoir qu'est-ce qui va se passer pour les métiers de demain, quels sont les métiers de demain, est-ce qu'on ne devrait pas poser d'abord la bonne question, c'est-à-dire que c'est les métiers aujourd'hui qui devraient dire mais qu'est-ce qui pourrait nous aider, et de cibler la recherche en IA sur ces questions et non pas d'aller tous azimuts même pas en posant de mauvaises questions parce qu'on ne les pose pas, les questions.
on a l'impression quelquefois, quand elles ne sont pas posées, qu'on utilise l'IA parce qu'on a l'outil, et puis la question, elle vient un petit peu avec le résultat, ce qui est, enfin, c'est peut-être une appréciation un petit peu négative, mais le risque n'est pas négligeable. Donc voilà, est-ce qu'on pourrait moduler ces métiers du futur en posant d'abord la question, quels sont les métiers dont on a besoin pour avoir une société qui soit équitable et puis qui permette à tout le monde de bénéficier de ces développements? Oui, merci pour la question. Donc, peut-être la première réponse que je peux donner, c'est que il y a eu des conférences qu'on a écoutées, tout ça, puis on a parlé de l'engouement, de l'intelligence artificielle et tout, etc. Est-ce qu'il faut suivre cet engouement ou pas? Donc, je pense que la première question qu'on doit se poser quand on est en affaires, quand on développe des applications, voilà, c'est d'abord de se demander est-ce qu'on a vraiment besoin de l'intelligence artificielle? Je pense que c'est la première question à se poser. C'est se dire bon, ben, je veux arriver à telle fin, je veux arriver à tel objectif. Bon, j'ai envie d'utiliser l'intelligence artificielle, mais c'est pas juste ça. C'est se dire est-ce que l'intelligence artificielle dans mon processus d'affaires, dans mon modèle d'affaires, est-ce que l'intelligence artificielle va venir améliorer quelque chose? Et effectivement, se poser la question est-ce qu'il n'y a pas des métiers aujourd'hui qui pourraient éventuellement faire cette fonction-là. Donc, je pense que oui, il faut avoir cette question d'abord. Changer les métiers d'aujourd'hui, ils vont changer de toute façon, parce que la société, le mouvement qui est actuellement un mouvement, on parle de transformation numérique, on parle même d'accélération numérique, on utilise tout ça, on parle de changement de paradigme économique. Donc, les choses sont en train de se redéfinir. On est en train de réaliser, peut-être qu'on le savait, mais de réaliser à quel point l'être humain a des biais. Donc oui, il va falloir se redéfinir en tant qu'individu aussi, en tant qu'individu par rapport à la société. Donc c'est pour ça, moi, que je crois qu'il y a plein de métiers qui vont émerger au niveau psychologique, au niveau comment on va gérer cette nouvelle société qui est devant nous, comment les individus vont vivre entre eux, comment ceux qui sont nés avec l'intelligence artificielle vont communiquer avec ceux des générations précédentes, comment il va y avoir toutes ces choses-là. Donc plein de questions qui se posent, effectivement, mais la première chose à se demander, est-ce que l'intelligence artificielle, elle est nécessaire pour mon processus d'affaires, pour arriver là? Est-ce que le gouvernement a besoin d'intelligence artificielle pour telle chose, etc.? C'est des questions qu'il faut se poser, effectivement. Et puis après ça, bon, en juger par rapport à la situation, si vraiment l'intelligence artificielle est importante ou pas. Mais je voulais juste rebondir sur un truc que tu avais dit, parce que tu as parlé de droit pénal, et tu as dit, et puis là encore une fois, on se redéfinit en tant que société, tu as dit de toute façon, le droit pénal, on ne pourra pas accepter ça, ou tu as dit quelque chose qu'on ne pourra pas accepter. Pas exactement ce nuance. Oui. Ouais, vas-y, parce que je vais apporter un... Non, je revenais juste sur les propos de Karim Benyeklev qui disait que probablement aujourd'hui, c'est pas en tout cas le domaine dans lequel on va tirer le plus de bénéfices par rapport aux risques qui existent. Et je pense que d'ailleurs, c'est ça la question, c'est aussi quand on se pose la question de qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut de l'IA et où est-ce que ça va nous être utile, c'est aussi où est-ce que les bénéfices vont être supérieurs aux risques, à quel endroit on va se dire, bah là, clairement, franchement, ça va nous apporter plus que ce que... Alors, Raphaël, je pense, qui voulait intervenir. Pour répondre à votre question, effectivement, je suis complètement d'accord. Il y a des endroits où il y a un bénéfice-risque qui s'impose, et ces endroits, en fait, ces questions sont posées par les acteurs de l'IA au jour le jour. Quand une entreprise décide de mettre en production un modèle d'IA, elle se pose la question quelles sont les conséquences si ça se passe mal. Donc, centraliser le processus de décision en disant tel métier va être utile, tel métier va pas être utile, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de centraliser, qu'il y ait quelques personnes qui décident tel métier ou tel métier. Le fait que les gens qui sont capables de savoir en fait qu'est-ce que l'IA est capable de faire, et que ces gens travaillent en coopération avec des gouvernances au niveau micro, et sont capables de prendre des décisions éclairées, et sont responsables des modèles qu'ils mettent en production. Donc les changements vont arriver. Et si je peux citer une étude notamment qui a été faite par Monsieur Deutsch, Eng, Benoît Dosti et Madame Dufour de HEC. Il y a des études déjà qui ont été faites sur les impacts de macro en fait de l'IA sur le marché du Québec aux États-Unis et le marché du travail aux États-Unis et au Québec. Et en fait, on trouve que les emplois, les jobs changent
en profondeur à l'intérieur. C'est-à-dire que l'emploi, le même titre de job n'a pas la même valeur en 2006, parce que c'est des données de panel de 2006 à 2016, n'a pas le même titre en 2006, c'est le même titre, pardon, mais il n'a pas les mêmes fonctions. Et en fait, c'est-à-dire qu'une personne qui va être, je ne sais pas moi, un métier, peu importe, il aura le même titre, mais il ne remplira pas son rôle de la même façon. C'est-à-dire que les attributs qui sont attribués à ce rôle-là, donc les capacités cognitives vont changer, même si l'emploi reste là. Et en fait, on se rend compte que c'est le changement technologique, en tout cas le changement technologique, peut-être c'est la différence en fait entre l'IA et les changements technologiques qu'on avait vus avant, par exemple la révolution industrielle. Le changement technologique de l'IA ne détruit pas, enfin, change profondément les métiers sans les détruire. Donc les attributs qui sont nécessaires pour faire ce métier, bon, je ne vais pas citer les études en détail, mais c'est beaucoup moins d'activités cognitives routinières, plus de créativité, plus d'interaction sociale. Donc il y a déjà des changements qui sont là et qui se font en fait naturellement. Ce n'est pas un bon mot, mais à défaut d'autre chose. Ouais, et le début de ton propos résonne aussi avec ce que disait Christian Vaupreur hier, et à mon avis apporte aussi une réponse au niveau des entreprises et même des employés. C'est que les entreprises doivent faire une sorte de psychanalyse pour savoir ce dont réellement elles ont besoin. Et il parlait aussi de Christian Vaupreur de maturité. Les entreprises doivent avoir une certaine maturité pour accueillir en leur sein l'intelligence artificielle. Donc c'est vrai qu'il expliquait qu'il ne faut pas l'IA pour l'IA, mais l'IA toujours pour répondre à un besoin, pour apporter une solution à un problème bien précis. Donc voilà, je vous renvoie aussi vers cette conférence si ça vous intéresse. Ce point-là, oui. Ouais. Parce que je pense que c'est un point qui est très important à savoir c'est quoi justement les coûts-bénéfices d'implémenter l'IA. Sauf que, tu sais, on le sait présentement que 50% des entreprises qui disent utiliser l'intelligence artificielle n'utilisent en fait aucunement l'intelligence artificielle. Donc, c'est toute l'idée du buzzword, de qu'est-ce que représente le fait d'utiliser l'intelligence artificielle pour ta business en termes d'acquisition marketing ou d'acquisition client, parce que tu le dis. Et ça, c'est un point qui est très important, parce que c'est quoi la motivation derrière? Est-ce que c'est vraiment de régler un problème existant? Et donc, à ce moment-là, il y a toutes les questions éthiques qui en découlent et les analyses de risque, ou le fait d'utiliser l'intelligence artificielle pour utiliser l'intelligence artificielle à tout prix, parce que c'est quelque chose qui va bien paraître dans les réunions d'actionnaires ou avec le marketing. Et je pense que ça, c'est un point qui va falloir... Je pense qu'il va y avoir une nécessité d'avoir un changement au sein des leaders, dans les petites comme dans les grandes entreprises, pour vraiment avoir cette responsabilité éthique de ne pas se poser la question c'est quoi les bénéfices ou les problèmes à résoudre dans l'entreprise, plutôt que c'est quoi l'impact éthique que ça peut avoir d'utiliser l'intelligence artificielle. Je pense que c'est vraiment le mindset qui doit changer. C'est tout à fait vrai, oui. Ouais. Autre question? Oui, j'aurais une question. Je me demande jusqu'à quel point, pour répondre à toutes ces questions-là, on pourrait se baser sur des révolutions qu'il y a déjà eu dans le passé, comme par exemple l'arrivée de l'ordinateur dans les entreprises. Il y a eu le même questionnement. Est-ce que ça va m'enlever mon emploi? Est-ce que ça va me remplacer? Jusqu'à quel point on peut faire le parallèle, même si on sait que notre société actuelle a changé depuis, mais est-ce qu'il y a comme des liens qu'on peut se dire, ça s'est passé de cette telle façon, fait qu'on peut anticiper que ça va se passer comme ça aussi dans le futur? Oui, mais c'est sûr qu'on peut faire des études sociologiques, on peut faire des comparatifs sociologiques, on peut faire des comparatifs économiques pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais on est quand même dans quelque chose de nouveau. On est quelque chose qui est différent parce que c'est la première fois peut-être que cette technologie va changer nos comportements, va changer nos vies sans qu'on s'en rende compte forcément, va prendre des décisions pour nous, va nous transformer en tant qu'individu. On n'aura peut-être pas les mêmes valeurs. Donc il y a quelque chose d'assez nouveau, mais bon, l'histoire se répète, on le sait, il y a des phénomènes qui se répètent, donc on peut quand même faire des études sociologiques et des études économiques pour voir. Mais je pense quand même que ça va être difficile de prévoir. Par contre, on peut mettre les bonnes balises tout de suite. On peut se dire, puis là on parlait d'objectifs justement, alors c'est une question d'objectif. Est-ce que dans ton entreprise tu vas utiliser l'intelligence artificielle ou tu vas utiliser des humains, une ressource humaine? Ben là on s'est dit, là c'est par rapport aux objectifs. Donc, est-ce que ça répond à mes objectifs d'affaires? Est-ce que ça répond à mon modèle d'affaires? Mais après ça, en tant que société, il va falloir qu'on redéfinisse nos objectifs aussi, pour être sûr de bien s'aligner tous ensemble sur les mêmes objectifs. Parce que, pourquoi j'ai remonté le droit pénal? C'est parce que dans d'autres pays,
les questions qu'on se pose aujourd'hui, elles ne se posent même pas. C'est-à-dire que pour certains pays qui n'ont pas la même notion de nous des droits humains, on ne se pose même pas ces questions-là. Donc, les objectifs vont dépendre aussi de comment on se définit en tant que société. Donc, tout part des objectifs, parce qu'on est dans quelque chose de nouveau. Donc, je pense qu'il faut mettre les bonnes balises maintenant et avoir des objectifs qui sont des objectifs sérieux, importants et responsables. Enchérir sur sa question. Allez, le mot de la fin Ouais, exact, sera mais donc je pense que je suis tout à fait d'accord. pour Jean-Maxime. On le voit en histoire, par exemple, est-ce que l'étude de la Première Guerre mondiale aurait pu nous indiquer l'évolution de la Seconde, des choses comme ça. Mais effectivement, qu'il y a des liens qui peuvent être faits sur certains déroulements, mais il y a le contexte, je dirais, pas juste socio-économique, l'ensemble du contexte dans toute sa grandeur va influencer effectivement. Puis je pense que contrairement à l'arrivée des ordinateurs ou à l'arrivée des cellulaires, qui effectivement maintenant utilisent l'intelligence artificielle pour mieux fonctionner, l'intelligence artificielle, c'est encore plus grand comme changement parce que c'est partout. C'est vraiment partout. Je veux dire, autant, oui, l'ordinateur est maintenant partout, mais c'est un outil de base qui ne transformait pas les métiers, qui ne remplacerait pas l'humain derrière aussi, je pense. Donc, pour finir là-dessus, je pense que c'est bon. Voilà, bon, il est 45, donc merci infiniment Jean-Maxime, Maëlène, Patricia et Raphaël. Je vous propose de les applaudir. On espère que cette table ronde vous aura intéressé, aura suscité des émotions, de l'espoir, de la crainte en vous. Et puis, n'hésitez pas, puisque c'est aussi l'esprit de Time World, à venir nous parler et continuer ces échanges extrêmement riches en coulisses. Voilà, place à la table ronde suivante. Merci à toutes et à tous.